La scène d'été qui date de 1869 et qui est une peinture de Frédéric Bazille. Donc, je vais essayer de vous dire des choses autour de cette peinture et de ce que ça indique. Alors, Frédéric Bazille est un peintre français qui appartient traditionnellement au mouvement impressionniste, qu'on peut classer quand même pour une partie chez les réalistes. J'essaierai de dire pourquoi, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un personnage qu'on classe plutôt du côté des impressionnistes. Il est né en 1841 et il est mort très prématurément en 1870, puisqu'il est mort sur le champ de bataille. Il est issu d'une famille bourgeoise de Montpellier. Son père sera sénateur de l'Hérault de 79 à 1888. Alors, on va s'intéresser à deux toiles, parce qu'il faut que j'arrive à passer par une première pour arriver à comprendre la seconde. Donc on va passer d'abord par celle-ci, qui est une toile qui date de 1868, qui est donc Le Pêcheur à l'épervier, qui est un format moyen, c'est un format qui fait 134 cm par 83 et qui est aujourd'hui conservé à la Fondation Rau à Zurich. Cette œuvre, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a, en tout cas, d'être particulière d'avoir été rejetée par le Salon des Indépendants en 69. Et donc, le rejet va conditionner, évidemment, la deuxième toile dont on parlera plus précisément immédiatement après. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces deux toiles? Elles vont dire un certain nombre de choses sur la question de la représentation des corps, et notamment la question du corps masculin dont on reparlera. Une relation à l'antique, une relation à l'étude, dont il faudra qu'on reparle aussi sur ces questions-là. Et puis cette question d'une relation au réalisme. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le Salon des Indépendants a refusé cette peinture, présupposant que sa condition de réalisme était beaucoup trop forte, pardonnez-moi, et que non seulement elle était trop forte, mais surtout qu'elle n'était pas transfigurée par le sujet. C'est-à-dire que ni le sujet religieux, ni le sujet mythologique pouvaient transfigurer l'exposition d'un corps au bord d'une rivière. Et c'est une des raisons qui fera que Basile va faire la deuxième peinture et va essayer de modifier ça pour qu'on arrive à un schéma beaucoup plus compliqué. Si on décrit le tableau, c'est extrêmement simple, hein, c'est une scène sud de la France. C'est une scène avec exclusivement des peupliers blancs partout. Vous voyez décrit que ce sont des bouleaux. Non, il n'y a pas de bouleaux en Méditerranée. Ce sont exclusivement que des peupliers blancs. Bord d'une rivière, peut-être le Lèze. Deux corps, un accroupi au second plan et un au premier plan de dos, qui renvoient évidemment de manière extrêmement précise à l'histoire de l'art. Celui qui est accroupi renvoie à un personnage, enfin à une figure qu'on a récurremment dans l'histoire de l'art, qui est ce qu'on appelle le tireur d'épines. Donc voilà, qui renvoie à ça, donc figure évidemment de l'histoire de l'art. Et puis le personnage qui est debout renvoie alors à plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que ça renvoie, c'est l'apoxiomène du Vatican, celui du Vatican qui a été découvert en 1849 et qui a à peu près la même position. Donc l'apoxiomène, c'est dans les sculptures antiques. L'apoxiomène, c'est l'athlète qui nettoie son corps avec le strigile, ce qu'on appelle un apoxiomène. Et donc, on en avait retrouvé un qui est encore aujourd'hui au Vatican. Soit celui-ci, soit le discophore de Nocides, qui est à peu près la même position, soit évidemment le David de Michel-Ange. En tout cas, c'est un travail d'étude et c'est un travail qui renvoie très précisément à une histoire de l'art. Ce tableau donc a été refusé et le refus de ce tableau va déclencher ce deuxième tableau. Ce deuxième tableau date de l'année suivante, donc 1869. Celui-ci a été accepté au Salon des Indépendants. Il a même reçu un accueil plutôt agréable. Il a même subi un certain nombre de caricatures dans le Cham et dans le Charivari. Bon, voilà, donc ça veut dire que ce tableau a eu une certaine notoriété. C'est un tableau qui est un format carré, 158 cm par 158 cm. Et qui présente, qui est le titre du tableau, ce qu'on appelle une scène d'été. Là aussi, le bord du Lèze, paysage méditerranéen, maquis en second plan, au fond, vous avez un petit village, vision d'un petit village, un ciel avec quelques nuages, et là encore, des peupliers blancs et pas des bouleaux, et 8 personnages, et dont on va essayer de comprendre en fait comment ces personnages fonctionnent et comment tout ça, ça se fabrique. Ce qui a fait accepter ce tableau en 68, alors que ce tableau ne transfigure pas non plus par un sujet sérieux, mais ce qui l'a fait accepter, en fait, on en reparlera en conclusion, c'est ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une teneur ambientale, c'est-à-dire qui a été reconnue par les membres du Salon des Indépendants à l'époque, a été retenue cette capacité chez Basile à produire un effet, et particulièrement produire un effet
de vibrance et de chaleur entre les chromatismes de verre et sur cette intensité d'une chaleur d'été. C'est ce qui fera accepter ce tableau, même si ce tableau reste relativement trivial au premier plan. Je vous montrerai qu'en fait, il y a des couches beaucoup plus compliquées pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Donc, bord du Lèze, ça c'est sûr, le Lèze est une petite rivière qui traverse Montpellier. 8 personnages masculins, un qui se déshabille en arrière-fond ou qui se rhabille, on ne sait pas. 2 qui luttent, un allongé qui regarde la lutte, un alangui sur le tronc d'un peuplier blanc, un qui se baigne, un qui se fait aider par un camarade, encore en pantalon, pour sortir de l'eau. Une scène presque quasiment banale, une scène d'été et une scène de baignade avec des jeunes gens. Alors, en revanche, on regarde ce tableau, format parfaitement carré, aucun problème sur la structure du tableau. On remarque donc deux choses, premièrement assez évidentes. On remarque les plans de la rivière, plan de la clairière et l'arrière-fond. Et puis, on remarque la structure des peupliers blancs qui découpent le tableau. Si l'on fait attention et qu'on regarde comment la structure des peupliers blancs fonctionne, le point rouge est le centre du tableau. Et en fait, le tableau fonctionne comme ce qu'on appelle à l'époque un zootrope, c'est-à-dire le moment où vous mettez une image et vous la collez en rond autour d'un disque et vous la faites tourner avec des bandes, et ça fabrique. Donc c'est très très régulier la manière avec laquelle Frédéric Bazille peint le tableau. Le tableau est très très précisément découpé en des bandes d'alternance plus grandes, puis un trou, puis des bandes d'alternance beaucoup plus serrées, et qui produisent en fait une sorte de dynamisme et qui fabriquent une espèce d'état de vibrance à l'intérieur du tableau. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut repérer dans ce tableau, cette structure très particulière qui lui donne une sorte de condition dynamique, une condition presque photographique à la manière avec laquelle il est fait. Deuxième élément qu'il faut voir à l'intérieur, c'est sa structure. Alors, la structure, c'est là le petit coup de génie de Bazille, c'est que Bazille va se décentrer, c'est-à-dire que le milieu du tableau ne passe pas par le point rouge, mais passe par le centre de deux cercles, de deux ovales plus exactement, un ovale qui suit le plan d'eau, un ovale qui suit la clairière, et qui vont prendre deux espaces, donc deux espaces de l'action du bain, l'action de la lutte, et à partir de ça, vous allez avoir une découpe. Cette découpe passe ensuite par en dessous, par ces deux formes qui vont suivre les formes des épaules et qui vont structurer en fait la présence des personnages par le bas, et dont on parlera tout à l'heure, parce que cette manière avec laquelle les personnages sont disposés sont extrêmement importantes pour comprendre comment ça fonctionne. Alors là aussi, il y a un nombre incalculable de références à l'antique. Il y en a énormément. On a probablement, dans cette scène qui est ici, on peut le retrouver dans un nombre assez incalculable de peintures chrétiennes, ce qu'on appelle le partage des vêtements, c'est-à-dire le moment où le Christ partage, on dépouille le Christ au début de la Passion. Donc ça, on peut retrouver la question du partage de vêtements. On retrouve la question des lutteurs, phénomène qu'on retrouve absolument partout dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des représentations. On en a beaucoup. Toute la tradition dans la sculpture et de la peinture de la représentation d'Hercule ou d'Héraclès, la question de la lutte, donc elle revient en permanence. La représentation de cet odalisque masculin qui est à l'anguille, qui renvoie aussi à énormément de personnages couchés dans l'Antiquité, et probablement, alors ça c'est une hypothèse que je pose, elle renvoie probablement à une peinture que Bazille aurait pu voir au musée Fabre à Montpellier, qui est le paysage au pâtre d'un peintre du XVIIe siècle qui s'appelle Laurent de la Hire. Et vous voyez deux pâtres sur la partie gauche qui sont à l'anguille de la même manière. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il est fort probable que la scène centrale de la lutte renvoie aussi à un autre tableau qui a été fait 15 ans auparavant, qui est le tableau de Courbet qui s'appelle Les Lutteurs. C'est probable qu'aussi ce soit aussi un lien et ce soit une référence. Évidemment, ce qui va être encore plus important, ce sont les personnages qui sont devant. Alors, le baigneur, j'en parlerai plus tard, mais les deux personnages qui sont ici, à l'intérieur duquel on a la possibilité d'y voir deux figures récurrentes de l'histoire de l'art. Ici, une figure qu'on voit quasiment systématiquement dans la résurrection de la chair, c'est-à-dire ces personnages qui sont tirés depuis le sol puisqu'ils ressuscitent. On l'a vu plein de fois, on l'avait vu quand Francesco avait fait le Filiconi sur Giotto. Vous l'avez dans énormément de tableaux, vous l'avez particulièrement chez Signorelli où c'est extrêmement clair. Et évidemment le personnage qui est ici, qui renvoie d'une façon quasiment évidente à Saint Sébastien.
Il renvoie tellement à Saint-Sébastien que vous retrouvez au musée des Beaux-Arts de Dijon un Saint-Sébastien peint par Bassano, qui est exactement dans la même position, un tout petit peu plus courbé et adossé évidemment là aussi à un tronc qui a pratiquement la même taille. Donc vous retrouvez à l'intérieur de cette peinture un nombre incalculable de référencements qui sont que des référencements à l'histoire de la sculpture et à l'histoire de l'art. C'est donc une sorte de gigantesque tableau d'études qui reprend toute une histoire, une sorte de catalogue de l'histoire de l'art et de catalogue de l'histoire de la sculpture, peinture et sculpture. Et enfin, si on continue, donc là, c'était ces deux plans qui sont faits par rapport les deux cercles qui sont faits par rapport aux espaces de l'action, c'est-à-dire la clairière inondée de lumière, la mare qui prend tous les éclats entre le ciel et la lumière qui vient taper dedans, et on obtient deux cercles à partir de ça qui sont structurés par le tableau. Le cercle déterminé par la clairière avec les lutteurs, le cercle déterminé par les jeunes gens qui plongent et les jeunes gens qui se baignent et qui est déterminé. Et donc vous avez ces deux grands cercles, ces deux plans qui suivent évidemment, là, cette fois-ci, cette ligne de côté qui ne suit pas le centre du tableau. Alors la question c'est de savoir pourquoi ça ne suit pas le centre du tableau. Alors l'hypothèse que je vais essayer de vous présenter, c'est que ne prenant pas le centre du tableau, qui est toujours le point rouge, ça permet d'avoir un point d'accès et un point de focalisation sur le personnage qui est à l'extrême gauche, qui est ce personnage qui est adossé à ce peuplier blanc, qui est le personnage qui est ici, qui est celui qui semble le plus extrait de la scène, qui est celui qui semble le plus mélancolique et le plus à l'extérieur de l'action qui se passe dans le tableau. Ça, c'est si on fait ces deux cercles. Ces deux cercles sont faits par rapport aux deux centres d'action, la lutte et le bain. Ces deux centres d'action produisent une partie du tableau et laissent de côté la partie gauche. Si cette fois-ci, je suis le centre du tableau, c'est-à-dire le point rouge, on obtient ça. Et à partir de ça, on obtient la structure du tableau, la structure que je vous propose aujourd'hui comme une lecture de ce tableau de Basile. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un premier cercle jaune. Le premier cercle... Non, alors on va d'abord commencer par le bleu, ce sera plus logique. Le premier cercle bleu, c'est le cercle qui suit, donc à partir de la ligne extérieure du corps du personnage qui est adossé à l'arbre. Cette ligne, elle prend en compte une représentation triviale, une représentation d'un moment de la vie de 8 garçons au bord d'une rivière durant une scène d'été en juillet 69. Rien de plus, rien de moins. Certains s'amusent, d'autres font des choses, d'autres sont en train de regarder, d'autres attendent, d'autres se baignent. On est dans une sorte de rapport à une infinie trivialité du support et du sujet. Et puis, on aurait quelque chose qui va s'étendre, et cette fois-ci, qui va prendre en compte le personnage qui est adossé, et qui est la ligne jaune. Et si on prend le personnage qui est adossé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce qui est inclus dans le cercle bleu va trouver la possibilité d'une seconde lecture depuis le cercle jaune à partir de trois figures qui sont 1. Le martyr, 2. Le baptême, 3. La résurrection. Et ça veut dire que ce tableau, qui au fond était un tableau d'études, parce qu'il faut savoir qu'il a 28 ans, il est encore extrêmement jeune, hein, il a 28 ans, c'est encore un tableau d'études. On lui reprochera certaines disproportions du corps, notamment le bras du jeune homme adossé au peuplier blanc. On lui reprochera un certain problème de carnation sur les corps, etc. C'est encore un tableau d'études. Ce tableau d'études assume un processus qui appartient au réalisme et à l'impressionnisme. C'est-à-dire que ça donne quelque chose de l'expérience d'une teneur ambientale, d'une simple scène d'été. Et en même temps, cette scène d'été devient une autre scène, bordée par quelque chose qui renvoie à une mémoire et qui renvoie à une connaissance de l'histoire des images, et que cette image, elle est bordée à la fois par une figure du martyr, à la fois par un baptême, et à la fois par une résurrection, qui est une sorte de cycle de l'histoire de l'être, et de l'histoire de l'être depuis l'histoire d'un messianisme chrétien. Et la dernière chose qu'il faut rajouter sur cette histoire de ce tableau, c'est que ce tableau a très largement fait gloser dans l'histoire de l'art pour une autre raison, pour deux raisons. La première qui est la puissance de sa teneur ambientale, c'est la période où on commence à inventer le concept de teneur ambientale. C'est les frères Goncourt qui inventent ce concept, c'est précisément à ce moment-là, depuis l'expérience de la photographie et depuis cette capacité en fait à saisir une densité, une teneur particulière du monde. On invente le terme ambiance à partir des années, pile à pas à ce moment-là, entre les années 70 et les années 80.
On invente le terme d'ambiance, c'est ce qui va déterminer une partie de l'impressionnisme, ce qui va déterminer cette production des images. Donc on a une pure image ambientale, c'est ce qui fait cette œuvre, ce qui fait la puissance extraordinaire de cette peinture de Basile. Et puis sur cette teneur ambientale se rajoutent donc ces deux cercles que j'ai essayé de vous montrer. Le cercle de la trivialité, une sorte de cercle de transfiguration métaphysique, ce qu'on lui avait reproché dans le précédent tableau du pêcheur à l'épervier, où il n'y avait pas ça. Et puis, dernière chose, reste et demeure cette interrogation sur ce tableau, qui est cette présence du corps masculin, et présente un homoérotisme très fort, qui évidemment est une grande crise pour le XIXe siècle, évidemment une mise en jeu pour le XIXe siècle, et pour autant qui s'expose avec une simplicité et une teneur extraordinairement lumineuse à l'intérieur d'un tableau qui a été accepté par, on va dire quasiment par l'Académie, en tout cas qui est accepté par le Salon des Indépendants, et qui aura un succès dans l'histoire de l'art, puisque ce tableau va être repris et montré plusieurs fois. On se rappelle évidemment de la double exposition qui a eu lieu en 2016, exposition qui a eu lieu à Montpellier, exposition qui a eu lieu à Paris, où il y a eu une grande rétrospective de Basile, et on a réinterrogé effectivement cette interrogation chez Basile de la masculinité, et d'une masculinité sensible, baignée dans un espace d'une teneur ambientale. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour ce premier Filiconi, qui était un petit Filiconi, mais ça faisait un moment que je voulais vous parler de ces deux tableaux, et cette expérience particulière de ce qu'on appelle le concept de teneur ambientale dans la peinture.